les intervenants qui vont arriver. En tout cas, merci Gilles, et puis j'espère que François va pouvoir se joindre à nous très rapidement. Donc, merci à tous de participer à ce débat du commerce international sur la montée en puissance du Maroc dans les chaînes de valeur mondiales, en particulier dans le secteur de l'automobile. Donc, c'est un nouveau débat du commerce international que nous organisons. Jusqu'à présent, nous avons été surtout focalisés sur les questions de commerce, de politique commerciale, de protectionnisme, de sujets d'actualité. Et là, aujourd'hui, ce soir, nous voulons traiter aussi des questions des chaînes de valeur, des chaînes d'approvisionnement, qui sont d'ailleurs très, très liées à la question précédente, puisqu'on voit bien d'ailleurs que dans les mesures protectionnistes de Trump actuellement, la question des pays qui sont liés par des accords et par une proximité géographique pose des problèmes spécifiques. Donc, aujourd'hui, on parle de plus en plus de régionalisation du commerce international. C'est le cas effectivement en Amérique du Nord, c'est le cas en Asie, c'est le cas aussi en Europe vis-à-vis de l'Europe de l'Est et potentiellement vis-à-vis du Maghreb. Et donc, pour toutes ces raisons, il nous a paru, compte tenu surtout du fait que le Maroc joue un rôle de pôle de production et de pôle logistique de plus en plus important vis-à-vis de l'Europe, mais aussi il y a eu d'autres zones, notamment vis-à-vis de l'Afrique. Il nous a paru intéressant de faire un point spécifique là-dessus, notamment dans le secteur de l'automobile, mais de manière plus générale. Donc, et pour traiter ce sujet, donc, nous avons la chance d'avoir avec nous Gilles Abinsou et, je l'espère, François Marchal. Gilles est le directeur général de Saint-Gobain au Maroc, depuis les franco-marocains, et c'est lui qui a pris en charge les affaires de Saint-Gobain depuis maintenant assez longtemps, et Saint-Gobain connaît un développement important au Maroc, dans divers domaines, évidemment, dans divers secteurs d'activité du groupe Saint-Gobain, en particulier les matériaux de construction, les abrasifs, mais aussi les productions de vitrage pour automobile, ce qui fait qu'effectivement, à ce titre-là, il connaît aussi bien le secteur automobile. Il est par ailleurs président, c'est pour ça que je le connais bien, président du comité Maroc des conseillers du commerce extérieur. À ce titre, évidemment, il a une vision générale de l'économie marocaine, et il est également membre du comité d'orientation stratégique des clubs de chefs d'entreprise France-Maroc. Donc, je crois qu'il est particulièrement bien placé pour présenter ce sujet, de même que François Marchal, donc nous espérons qu'il va pouvoir se joindre à nous, qui lui est le directeur général de la Société Générale au Maroc depuis plus de 7 ans. Et donc, évidemment, étant patron de cette banque, il est à même de suivre particulièrement le développement industriel du Maroc, du développement des entreprises marocaines, et voir aussi évidemment leur relation avec la France et avec l'Europe d'une manière générale. Donc voilà un petit peu le tableau général. Donc je passe la parole à Gilles pour qu'il commence aussi sa présentation, enfin dès qu'il a fini, et j'espère que François va pouvoir se joindre à nous. Vous êtes bon. François n'arrive pas à se connecter, je vais le mettre en WhatsApp avec nous, et puis il nous écoute, puis on parlera comme ça. Ça ne dérange pas. Bonjour à tous, je suis désolé. Pas de problème, pas de problème. On fait les moyens du bord. Bon, écoute, donc Gilles, la parole est à toi pour présenter de manière générale ce tableau des situations marocaines actuellement. Merci à tous. Voilà, juste petite reprise par rapport à la présentation d'Alain. Je ne gère pas les affaires de Saint-Gobain au Maroc, mais j'ai monté les greenfields de Saint-Gobain au Maroc. Oui, voilà. On est arrivé à zéro. J'ai simplifié. Ça peut être intéressant parce que voilà, vous avez quelqu'un qui peut vous aider ou vous orienter sur comment on a monté tous ces greenfields dans nos différents métiers, notamment de l'automobile, Alain, et on y reviendra un peu plus tard. Voilà. Donc, je vais vous partager une présentation un petit peu sur les relations France-Maroc et vous donner un petit peu notre vision sur la relation. Vous voyez parfaitement mon écran? Oui, très bien, parfait. Très bien. Donc, la France est le premier investisseur en stock d'IDE avec 211 milliards de dirhams. Un euro, c'est 10 dirhams, donc 21 milliards d'euros à peu près, et c'est 31% du stock. En flux, c'est 2 tiers des flux en 2023, à peu près 6,8 milliards de dirhams.
La France est aussi le premier bailleur bilatéral du Maroc, avec 12% de la dette extérieure du Maroc qui est détenue par la France, à travers l'AFD, la BPI, le Trésor, les FASEP, etc. Le Maroc est le premier partenaire de l'AFD dans le monde, avec 3,2 milliards d'euros d'exposition. Le montant des recettes de voyage en provenance de France, essentiellement aussi des MRE, et en provenance de France, pardon, c'est 34 milliards de dirhams. Les transferts de la diaspora, donc ce qu'on appelle chez nous les Marocains résidant à l'étranger, c'est 36 milliards de dirhams, donc 30% des recettes. Donc avec ces deux piliers, on a fait 62% des recettes du Maroc. Le déficit commercial de la France vis-à-vis du Maroc est de 432 millions d'euros. Donc la France vend moins au Maroc, ou le Maroc vend plus que la France au Maroc, hein. Les filiales d'entreprises sont un millier, donc ça dépend comment on compte. On a aussi un phénomène de type Saint-Gobain, hein, de filiales françaises, mais qui sont rattachées à des sièges autres que français. Nous, on est rattaché à Madrid, et donc on peut être considéré comme une filiale espagnole. Donc voilà, bon, autour de 1000, 150 000 emplois et 1,1 milliard de dirhams d'IDE marocains captés en France en 2023, puisqu'aujourd'hui, les Marocains et plusieurs sociétés dans plusieurs secteurs investissent en France. Alors, cette slide est assez intéressante. Ces 1000 filiales, en fait, on voit qu'on a eu une histoire qui a commencé il y a plusieurs années avec les banques, hein, les services, les assurances, la BNP, AXA, Capgemini, etc. Donc, banque, assurance, services. Puis après, un deuxième pilier qui sont les métiers mondiaux, avec l'automobile, l'aéronautique et maintenant le ferroviaire. Et là-dessus, ça commence avec Renault, très belle histoire en 2011. On peut en revenir après sur Renault avec plaisir. Puis Stellantis, mais aussi de l'autre côté, il y avait le pilier aéronautique, donc avec Safran. Et aussi maintenant, tout ce qui est ferroviaire avec RATP, Transdev aussi, qui est très fortement maintenant implanté au Maroc. Alstom aussi, qui vient de gagner, vous avez dû le voir sur les postes récents, donc le TGV Kenitra Marrakech. Pour ceux qui sont déjà venus au Maroc, on pourra faire Tanger-Marrakech en 2 heures, ce qui est juste incroyable. Puis après, on a tout ce qui est pilier de la décarbonation avec Engie, EDF, hein, tout ce qui est énergie, hein. L'éolien, on visitait à Dakhla la JV entre la holding royale Nareva et Engie, hein, qui s'appelle DAWEC, qui est une des plus belles centrales éoliennes qui nous a été donnée de voir. Je pourrais vous donner les chiffres si vous voulez. Et puis, il y aurait un quatrième pilier qui serait la sécurité alimentaire, avec tout ce qui est services à valeur ajoutée, etc. Donc là-dessus, on a des groupes comme Danone, Afril et Veolia, etc. Donc, ce petit commerce historique qui montre que le commerce entre la France et le Maroc a fonctionné normalement. Mais voilà, malgré ce qu'on a dit à un moment, qu'il y avait une crise, etc., on a envie de dire le business est fait as usual. Il y a eu une crise politique, 21, 22, 23. On est reparti en 2024 avec la visite du président, la reconnaissance du Sahara occidental, etc. Donc toute cette histoire que vous devez connaître. Mais le business a continué à se faire, on va dire, assez normalement. Au-delà des chiffres, on a une relation exemplaire, hein. Le capital humain est au cœur du partenariat industriel France-Maroc. En fait, ça a commencé avec les métiers de l'automobile qui avaient créé l'Institut des métiers de l'automobile. Et puis, sur le même modèle, l'automobile a créé ce qu'on appelait l'IFMIA et le ferroviaire a créé l'IFF. En fait, on se rend compte que les centres de formation professionnelle standards marocains ne fonctionnaient pas. Et donc, on est venu pallier à ça puisqu'il fallait former beaucoup de gens très rapidement. Bachiri dit pour l'automobile, on a 7 millions d'heures de formation. L'IFMIA, par exemple, est collé à l'usine de Renault et ça forme des gens pour servir l'écosystème automobile, mais pas que Renault, Valeo et tous ceux qui veulent être dans la filière automobile. Voilà.
On a aussi toutes les académies qui ont été créées par la Lyonnaise des Eaux, l'IDEC, Saint-Gobain, Schneider, etc. Tout ça, c'est faire évoluer le capital humain. Puis après, en termes de gouvernance et de solidarité, on a cette volonté de réduction des inégalités, hein, et le renforcement de la gouvernance d'entreprises telles que nos entreprises fonctionnent aujourd'hui. Hein. C'est des fonctionnements normaux pour nous, mais qui sont pour nous assez exemplaires. Puis en termes d'RSE et décarbonation, bien entendu, la quasi-totalité des entreprises ont un rapport RSE, une politique RSE, une politique de décarbonation, une neutralité carbone. Donc tout ça, c'est des piliers au-delà des chiffres, on va dire, standards qu'on va voir un peu plus tard, mais où on se distingue avec la formation du capital humain, notre bonne gouvernance et RSE et décarbonation. Bon, l'économie marocaine a un ancrage profondément européen, une place très particulière de la France dans les échanges et les investissements. Je vais un peu plus vite, donc 1000 filiales, 150 000 emplois, 400 000 emplois indirects. Et ici, on avait travaillé sur ces données brutes, si vous voulez, qui montrent le montant des échanges. On dit que l'Espagne est devant la France, vous le voyez en bas à droite. Mais en fait, on avait eu une intervention un jour d'un haut responsable du ministère des Finances, je crois que c'était à la Société Générale, justement, chez François, et qui nous avait parlé de valeur ajoutée. Et donc, on s'est rendu compte, bon, vous savez, ces histoires du paradoxe de l'iPhone, un iPhone qui est made in China, mais avec une très faible partie chinoise, ou ce qu'on appelle l'effet Rotterdam, où Rotterdam est un des plus grands pays exportateurs, alors que rien n'est fait, c'est juste le port qui est utilisé. Et donc, dans les classifications habituelles, on se retrouve avec des choses qui peuvent fausser les échanges. Et l'Espagne est passée clairement devant la France à cause de l'automobile, puisque le moteur et la boîte à vitesse de toutes les Renault qu'on a au Maroc sont faites à Valladolid. Et donc, tout ça, c'est des composants espagnols, mais en fait français, qui viennent fausser cette valeur des échanges. Mais les données en valeur ajoutée qui sont calculées par les différentes directions financières montrent que le Maroc est devant. Voilà. Ce n'est pas quelque chose sur lequel on insiste beaucoup, parce que bon, après, on vous dit, mais non, vous voulez manipuler les chiffres, non, les données sont claires, c'est l'Espagne, c'est voilà, ok. C'est quelque chose qu'on a calculé, qu'on veut avoir en face de nous et dont on tient compte quand on a envie de tenir compte ou qu'on a envie d'argumenter sur la valeur ajoutée. Cette fameuse Maroc-France projection vers l'Afrique, hein, que vous connaissez, la vision de Sa Majesté est une vision atlantique aujourd'hui, donc la façade atlantique. La notion de Maghreb est compromise, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, tout ça c'est oublié, et donc la vision est une vision atlantique avec potentiellement un gazoduc qui pourrait partir du Nigeria, remonter sur le Maroc, etc. etc. Mais cette vision du Maroc plateforme vers l'Afrique est une réalité aujourd'hui. Moi, j'ai vu en plein Covid, en 2020, on signait des dérogations pour les gens qui devaient voyager entre la France et le Maroc, et on a eu l'équipe d'Orange qui s'est montée à Casablanca Finance City. On les visitait pour une réunion CCE le mois dernier. Ils sont aujourd'hui 3600 personnes. Et c'est toute la direction de Orange Afrique qui est à Casablanca. Pareil pour AXA, Schneider, Vinci, CMA-CGM, et on a plusieurs exemples. Aujourd'hui, ce qui était pour nous une vision Maroc, France, Afrique théorique est une réalité pour beaucoup de groupes. Éclairage sectoriel, et puis on va s'arrêter là dans 2-3 slides. Donc voilà, je reprends un petit peu ce qu'on s'était dit tout à l'heure, hein. Une économie primaire et de services, agro, phosphate, banque assurance, offshore, tourisme, puis après des écosystèmes industriels, l'automobile, premier secteur industriel et postes d'exportation, 14 milliards. Renault doit facturer autour de 4-5 milliards au Maroc. C'est un des plus gros pays pour le groupe Renault aujourd'hui, avec un taux d'intégration autour de 60%. L'aéronautique, 2,5 milliards, donc c'est beaucoup plus petit, mais c'est important. C'est les Français, mais maintenant on voit les Américains aussi arriver au Maroc. Et avec un taux d'intégration de 40%, le patron de Safran me disait, Ross McInnes, on veut intégrer plus, donc on ne va pas aller chercher d'autres composants à mettre au Maroc, mais sur les composants qu'on a déjà, on va rentrer dans plus d'intégration. Voilà, le ferroviaire, bon, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, hein, avec surtout cette nouvelle commande d'LGV qui va faire que cet écosystème va se renforcer.
La commande n'est pas que française, hein, on a les lignes à grande vitesse qui sont françaises, mais on a aussi les RER qui seront espagnols et coréens. Donc, je pense qu'on a la moitié du gâteau et l'autre moitié qui est répartie entre les Espagnols et les Coréens. La santé, qui est un pilier aussi important. On a vu, le Maroc a construit la plus grosse usine pour fabriquer des vaccins pendant le Covid. Et puis après, les défis d'avenir, bien sûr, l'eau, l'énergie, la logistique, les ports. Juste comme ça, vous connaissez Tangemed, qui était un pari qui avait été lancé par le roi Mohamed VI. Aujourd'hui, Tangemed a dépassé largement Algésiras, qui est le voisin d'en face, alors qu'à l'époque, le pari n'était pas gagné du tout. Il y a un énorme port qui est en train d'être fait à Nador, dans l'oriental du Maroc. Et puis on a visité aussi le port de Dakhla, qui sera un port, elle nous disait, d'1 million de conteneurs, hein, si je ne me trompe pas, la responsable du port. Donc tout ça, c'est des ouvrages gigantesques, pharaoniques, qui étaient au stade de projet il y a quelques années, mais qui sont maintenant une réalité. Voilà. Quelques chiffres sur des secteurs qui peuvent vous intéresser. Donc l'automobile, premier secteur industriel, 14 milliards, 28% de croissance en 2022, 250 équipementiers, dont une grande partie sont français, bien entendu, 220 000 emplois, capacité annuelle de production de 700 000 voitures, un hub stratégique dans la production et l'exportation d'équipements automobiles et de véhicules, un premier producteur et exportateur de voitures en Afrique, l'institut de formation dont on a parlé, avec 2 écosystèmes, celui de Tanger, celui de Kenitra, 2 villes, hein, pour l'automobile, et puis les grands groupes, voilà, Renault, je vous disais 4 milliards et demi, Stellantis, Valeo, Snob, Faurecia, Saint-Gobain Sécurite, etc. L'aéronautique, donc 5e poste d'exportation, pardon, 2 milliards et demi, 24 000 emplois. C'est assez intéressant, 80% des entreprises actuelles dans l'aéronautique sont à capitaux français, presque 100% d'export, 40% de taux d'intégration, beaucoup de femmes. Premier employeur Safran, avec 4 000 emplois, avec des instituts de formation, les écosystèmes de Midpark à Casablanca, et aussi de Tanger, et des entreprises telles que Safran, Airbus, Daher, Thales, AFD, Adima et tout ça, vous les connaissez. Ross McInnes, sa phrase qu'il aime bien, c'est le Made with Morocco, et non pas le Made in Morocco. Il dit que c'est grâce au Maroc que je peux me positionner au niveau mondial sur un certain nombre de métiers. Donc c'est Made with Morocco. Le ferroviaire, bon, vous avez la ligne Tanger-Kenitra qui a été faite en 2018. À l'époque, les médisants disaient qu'on n'avait pas acheté des Rafales et qu'il fallait acheter quelque chose à la France et que donc on avait acheté un TGV au Maroc. Bien entendu, non, c'était une vision et la vision porte ses fruits. Ce TGV est aujourd'hui utilisé par tous les Marocains, il est tout le temps plein. Et économiquement, François me dira si je me trompe ou pas, je pense que c'est rentable pour le Maroc. Voilà. 5 millions de voyageurs, un partenariat d'une ampleur rare avec la SNCF et les autres filiales, hein, dont on parlait. Et maintenant, cette nouvelle signature de ce TGV. J'avais oublié aussi les trams qui existent, hein, qui sont des financements français, avec du matériel roulant, 100% Alstom, et qui sont à travers les filiales RATP Dev à Casablanca et Transdev à Rabat, avec des inaugurations de lignes continues, etc., etc. Voilà. Donc, je vais aller vers, on pourrait le faire pour tous les secteurs, mais je pense qu'on ne va pas s'attarder, ou très rapidement, le télécom et le numérique, donc ce que je vous disais avec Orange, qui est incroyable, hein, qui a racheté à l'époque Medi Telecom, et qui aujourd'hui a toute sa base stratégique. La présidente d'Orange était là plusieurs fois pendant la visite présidentielle, mais aussi pour remettre le Grand Prix Afrique de recherche, IA, etc., de start-up. Les services externalisés, où on est passé du call center à ce qu'on appelle du BPO ITO, avec une montée en gamme et une montée en puissance des services, d'accord? Mais 50% des entreprises restent françaises. Vous savez que la première entreprise, comment il s'appelle, François, excuse-moi, mon fille des présidents de Saham. Au SAM et dans les services externalisés. Téléperformance, voilà. C'est l'ancien ministre de l'Industrie du Maroc, Moulafid Al-Alami, qui a pris la présidence du groupe Téléperformance, qui est le plus gros opérateur
en termes de services externalisés. Voilà, agro-agri, logistique, BTP, tourisme, eau, énergie, banque assurance et les vieux secteurs. Et puis à la fin, c'est cette slide que je voulais vous montrer. Donc un partenariat en perpétuelle évolution. Il y a la projection vers l'Afrique, il y a les écosystèmes tels que l'industrie avec l'auto, l'aéro, le ferroviaire, la santé, l'agro, le numérique. Des nouveaux acteurs qui sont les PME et les investisseurs et les collectivités, et la décarbonation sur laquelle on veut travailler avec les ENR, les énergies nouvelles, donc, et l'hydrogène. Bon, ça c'est ma petite conclusion. Donc, la France est le premier investisseur étranger au Maroc, avec 30% des idées, on l'a vu. C'est un pilier et bailleur bilatéral avec 12% de la dette extérieure du Maroc. Les entreprises à capitaux français ont permis l'accompagnement d'un plan qui avait été mis en place par le Maroc, qui s'appelait le plan émergence, pour relancer la croissance industrielle du pays. Et tout ça a marché, puisqu'en moins de 10 ans, on a créé un secteur ou un écosystème automobile, aéronautique et ferroviaire qui arrive, d'accord. Euh, les services externalisés, on en a parlé, hein, avec le troisième secteur d'exportation du Maroc, avec 80% des services. Et en matière d'éducation, pour votre information, l'AEFE compte 42 établissements au Maroc et donc 47 800 étudiants. Et du côté ou de la réciproque, on a 46 000 étudiants marocains en France, qui est le premier contingent d'étudiants étrangers. Voilà. Et c'est le caractère exceptionnel donc, qui lie ces deux pays et cette relation assez exceptionnelle. Voilà ce que je voulais vous raconter de manière globale sur la relation France-Maroc en une vingtaine de minutes. À votre disposition, si vous voulez qu'on parle plus d'automobile, puisqu'on a, comme le disait Alain, notre propre expérience dans l'automobile avec Saint-Gobain Sécurite. Si vous voulez que je vous parle 5 minutes d'automobile avant de parler. Oui, oui, je pense que ce serait très bien si tu pouvais faire ça. Oui. Merci beaucoup. Je pense que bon, l'histoire de l'automobile au Maroc, pas beaucoup de monde y croyait, hein. On avait une usine qui s'appelait Somaca, qui faisait du CKD. Elle en a fait pour Fiat, un peu pour Renault. On faisait des Renault Express à l'époque à la Somaca. On faisait 30, 40 000, 50 000 voitures, grand maximum. Puis après, il y a eu cette vision et ce deal passé entre Carlos Ghosn et le roi du Maroc, hein, pour monter une unité à Tanger. Et à l'époque, je me rappelle de Marc Nassif, qui était le premier patron de Renault, quand ce deal a été fait. Je lui dis, mais je comprends pas. Il me dit, écoutez, on a hésité entre l'Inde et le Maroc. Et puis le Maroc nous avait proposé une usine pied dans l'eau, avec une connexion directe au port. Et puis on s'est dit, on a fait un voyage en Inde, on a vu ce qu'il fallait pour arriver au port comme circulation. Et on a dit, on va au Maroc, on prend cette usine pied dans l'eau. Le deal était bien fait. Il y avait des accords aussi sur l'énergie, sur le coût de l'énergie, etc. Vous savez que le Maroc a très fortement investi depuis plus de 20 ans dans l'éolien et les énergies décarbonées, mais surtout avec un coût compétitif extrêmement important. Extrêmement important. On peut en parler, je peux vous donner des chiffres si vous le voulez, un peu plus tard, si ça vous intéresse. Et donc, ces équipementiers sont arrivés un peu alors, il y avait un pôle qui était important dans l'automobile, c'est le câblage. Ça, le câblage, depuis longtemps, les Japonais aiment dire qu'ils sont le premier employeur au Maroc, avec 35 000 ou 40 000 personnes dans le câblage, devant les Français, puisqu'on n'a pas autant de personnes qui travaillent chez Renault. Donc, on dit que le premier employeur au Maroc pourrait potentiellement être un Japonais dans le câblage. Donc, les Japonais sont venus, puis après, on a eu tout le monde dans le câblage. On a même les filiales tunisiennes de Coffee Cab, qui est un grand câbleur tunisien, qui se sont installés au Maroc pendant la crise tunisienne en se disant on ne veut pas perdre nos clients tels que Volkswagen, Mercedes et autres, et donc on va monter nos usines de câblage au Maroc. Donc voilà. Nous, notre petite histoire, c'est qu'on est venu au Maroc pour faire une usine de 400 000 pare-brises pour servir Renault, hein, la commande de Tanger, hein, basiquement, un peu contraint, sans une véritable vision. Ce que je vous dis reste entre nous, bien entendu. Et puis, on s'est rendu compte que les coûts du Maroc étaient très compétitifs, qu'ils avaient créé un système de zone franche. Maintenant, on n'a plus le droit d'appeler zone franche parce qu'on a eu des problèmes avec l'Union européenne notamment. Et donc, maintenant, on appelle ça des zones d'accélération industrielle. C'est le nouveau terme, puisque le terme franche ne plaisait pas. On avait une fiscalité spécifique pour ces zones qui a été revue à la hausse.
puisqu'on était sur 0% d'impôt pendant 5 ans, puis 8,75 pendant 10 ans. Le 8,75 est passé à 15, puisqu'on estimait que c'était une concurrence déloyale. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui a été ajusté récemment. Mais ça n'a rien enlevé à l'engouement qu'on a pour ces zones aujourd'hui. Engouement qui fait qu'en fait, vous avez un guichet unique, c'est pas trop la fiscalité, c'est qu'il n'y a aucun tracas administratif par rapport à une autorisation de construire, une autorisation d'exploitation, ou tout le tracas que vous pouvez avoir quand vous êtes dans le Maroc normal. Donc là, vous arrivez à un Maroc guichet unique, vous avez un interlocuteur unique quasiment avec le ministère, et vous allez dérouler de manière assez automatique votre installation, vos subventions, il n'y aura pas de discussion, on va vous donner les schémas de subvention, ça marche comme ça, vous avez ça, il faut faire ça. Et très honnêtement, ça se passe de manière très fluide. Hein. Donc nous, on est venu pour faire 400 000 voitures, 400 000 pare-brise, et puis petit à petit, on s'est rendu compte que le Maroc pouvait être une base de coûts très intéressante pour nous défendre contre les Chinois et les Turcs. Et voilà, on était là, on avait des benchmarks, on avait des coûts, puis après, vous avez eu l'autre phase qui a été le coût de l'énergie, qui était complètement volatile et qui augmentait en Europe. Nous, au Maroc, on a un coût d'énergie qui est stable, qui n'a pas bougé, ou qui bouge très peu, qui est décarboné puisqu'on arrive à brancher donc tout ce qui est éolien sur ces zones de développement pour l'automobile ou l'aéronautique. Et donc, on a une énergie décarbonée, bon marché. Et Saint-Gobain, donc, a multiplié sa capacité. On est passé de 400 000 pare-brise à 2 millions de pare-brise. On a fait 3 extensions entre 2012 et 2017. Et aujourd'hui, c'est une des plus grosses usines de l'Europe du Sud qui sert l'Espagne, le Portugal, pas la France, hein, mais l'Espagne et le Portugal. Et je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde. Hein. Tous les gens qui sont arrivés comme équipementiers ici se sont vus devenir une plateforme de sourcing pour beaucoup de pays qui se sont dit, bah, vous savez quoi, bah, maintenant on va sourcer au Maroc. L'écosystème automobile est très important et c'est en train de se passer aussi pour l'aéronautique. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous raconter. François, je te passe la parole en Teams. Non, pas en Teams, oui. En WhatsApp. En WhatsApp. Alors, je ne sais pas si vous l'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. On vous entend un petit peu plus loin, c'est un petit peu plus difficile que pour Gilles, mais je pense que tout le monde va prêter l'oreille et ça va Je vais marcher. essayer de parler un peu fort. Pour compléter ce qu'a dit Gilles, sur l'automobile au Maroc, je pense qu'on peut ajouter quelque chose autour de la main-d'œuvre, qui est un véritable vivier pour les personnes qui veulent s'installer ou investir au Maroc dans le secteur. Il y a 220 000 personnes aujourd'hui qui travaillent directement dans l'automobile, que ce soit chez les assembleurs, les constructeurs ou la partie fournisseurs de rang 1 et 2. Il y a 13 000 diplômés de formation professionnelle chaque année et il y a 55 000 techniciens qui sont formés chaque année. Donc, comme l'a dit Gilles, il y a l'Institut des métiers de l'automobile qui a été créé, qui est co-géré par Renault et puis par l'Office de la formation professionnelle, qui permet de sortir des techniciens de qualité. Et il faut savoir surtout qu'en termes de coût, le coût de la main-d'œuvre au Maroc est inférieur, y compris inférieur à la Chine. J'ai quelques exemples là-dessus. Si vous prenez un simple opérateur, un simple opérateur, c'est entre 7 et 10 000 euros par an au Maroc, contre 14 000 en Chine. Un contrôleur qualité, c'est à peu près 12 000 euros au Maroc contre 19 000 euros en Chine par an. Et un ingénieur, c'est environ 20 000 euros au Maroc contre 26 000 euros en Chine. Et donc, en fait, on a une implantation qui, en termes de main-d'œuvre, est très compétitive. Gilles l'a dit aussi, côté énergie, on a de l'énergie renouvelable pas chère. Quand on prend du solaire photovoltaïque, c'est autour de 25 euros le mégawattheure. Quand on prend de l'éolien, c'est autour de 30 euros le mégawattheure en termes de coût de production. Et donc, ça permet d'être compétitif. Et en plus, on a les infrastructures logistiques du port de Tanzémed et les accords de libre-échange avec l'Europe et les États-Unis, à condition qu'il y ait suffisamment de contenu local ou de contenu européen. C'est-à-dire que quand on dit Renault a un taux d'intégration de l'ordre de 60-70%, dans les 30% qui sourcent, il y en a une partie qui vient de l'Union européenne elle-même et qui permet que quand la voiture est réexportée, elle soit éligible à l'accord de libre-échange. Et ça, c'est un élément très important dans le sourcing, c'est qu'il faut qu'au Maroc, on ait cet écosystème avec suffisamment d'intégration pour que les produits finaux qui en sortent et l'éligibilité aux accords de libre-échange, alors que ça n'a pas été le cas, par exemple, pour des Chinois qui sont venus s'installer pour faire des jantes alliages. Et donc ça, c'est un des éléments à prendre en compte et qui pousse l'écosystème à se développer.
Après, au-delà de cet aspect écosystème, moi je voudrais insister sur la partie transition vers l'électrique. Parce qu'aujourd'hui, les constructeurs européens sont très concurrencés par les constructeurs chinois sur la partie électrique. Et un des éléments sur lequel on peut faire un petit zoom, c'est de voir comment le Maroc peut être facteur de compétitivité pour un constructeur européen par rapport à un Chinois sur la partie véhicules électrifiés. Sachant qu'en Chine, il y a une surcapacité en termes de production de véhicules électriques et que par exemple un véhicule du segment C qui est vendu en Europe, un véhicule électrique type Mégane électrique ou Volkswagen ID3, c'est à peu près 41 000 euros vendu. Un produit chinois équivalent, c'est à peu près 32 000. Et il faut avoir en tête qu'un produit chinois équivalent vendu en Chine, c'est à peu près 16 000. Et donc, il y a un gap de compétitivité qui est assez important, de l'ordre de 30%, si on prend le prix sorti d'usine. On va dire qu'il y en a une dizaine de pourcents qui sont liés aux écarts de méthode de conception, mais après, il y en a 10% qui sont liés au coût de production du pays de production, et puis il y en a une dizaine de pourcents qui sont liés à la chaîne d'intégration de la valeur batterie. Et donc, là-dessus, le Maroc peut aider à combler une partie de ce gap de 30% grâce à l'écosystème qui existe. Si on prend un coût sorti d'usine de 100% en France, le coût sorti d'usine en Chine, il est de 74% et le coût de sortie d'usine au Maroc, il est de 73% à peu près. On est sur quelque chose qui est assez compétitif avec les 250 acteurs qui sont déjà installés, qui sont actifs dans, on va dire, des composants structurels de suspension, de carrosserie, d'intérieur, au câblage, comme l'a dit Gilles, au système de propulsion, au système de contrôle de puissance. Et maintenant, on a même 2 acteurs dans le logiciel et l'interface utilisateur. Et donc ce facteur de compétitivité, il peut se traduire, on va dire, si on a un prix sortie usine autour de 25-26 000 euros, ce qui correspond au prix final client de 41 000 euros, on peut gagner quelques points de compétitivité sur la batterie au Maroc parce qu'on a un certain nombre d'assembleurs qui sont en train de s'installer et qui utilisent des minerais présents au Maroc ou dans la région, et qui sont donc considérés comme du contenu local, ce qui permet d'économiser sur la batterie à peu près 5 à 10% du prix. Et puis la production hors batterie, on économise de l'ordre de 13% sur ce volet-là, ce qui permet de couvrir un peu le gap de compétitivité qui existe entre un constructeur européen qui fabrique des voitures électriques en Europe et un constructeur chinois qui les importe. Sachant qu'un certain nombre de Chinois sont en train de créer des usines de montage en Europe de l'Est, notamment je pense à MG en Hongrie, mais il y a cette concurrence-là arrive et ça leur fait perdre un peu de compétitivité, ils perdent entre 5 et 10 points de compétitivité en étant installés dans l'Union européenne, mais normalement ils bénéficieront du coup de la suppression des taxes à l'importation qui s'appliquent maintenant. Donc voilà, je voulais faire ce petit focus là-dessus, sachant que comme l'a dit Gilles, aujourd'hui l'écosystème il est installé dans les zones d'accélération industrielle et donc il bénéficie aujourd'hui d'un flux commercial libre. Il n'y a pas le système de contrôle d'échange qui existe au Maroc ne s'applique pas à cet écosystème pour ceux qui sont installés dans les zones d'accélération industrielle. La main-d'œuvre est disponible et puis l'intégralité du dispositif de facturation, de financement des stocks et de choses comme ça fonctionne aussi très bien au Maroc avec des usines et des fournisseurs qui ont l'habitude de fonctionner en flux tendu. Voilà ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas si vous avez des questions en particulier. Merci beaucoup François, merci Gilles, merci à tous les deux. Je pense que c'était une présentation très complète et très impressionnante. C'est vrai que personnellement, je n'avais pas totalement conscience des chiffres, et c'est vrai que 220 000 employés dans le secteur automobile, je ne sais pas combien il y en a en France, mais en tout cas, la tendance n'est pas la même, quoi. Elle est plutôt à la baisse en France et à l'augmentation certainement au Maroc. Après, un chiffre, oui. Si tu veux, mais Alain, pour mettre tout ça en équation, le phosphate, c'est le pétrole du Maroc, c'est 9 milliards. L'automobile, c'est 15. Oui, d'accord. C'est-à-dire que jamais dans la tête d'un Marocain, on aurait pu imaginer qu'il y aurait un business qui rapporterait plus de devises que les phosphates. Oui. Alors, là, c'était 2, c'était 3. Bon, ok, les phosphates, c'était 9, 10. Aujourd'hui, vous avez l'automobile qui représente 15 milliards. 15 milliards, c'est spectaculaire parce que
dans le panorama que tu as dressé, effectivement, il y a plusieurs secteurs qui évoluent, l'aéronautique, etc. Mais vraiment, on voit que l'automobile est quand même vraiment au-dessus du lot, hein, clairement, clairement. Bon, donc je pense que maintenant, on peut ouvrir la session de questions. Donc, je demande à nos participants de lever la main ou de prendre la parole. Je vois qu'il y a Maria qui voudrait prendre la parole, donc poser une question. Donc, allez-y, c'est à vous. Merci beaucoup Alain. Bonjour à tous, Marie Anculescu, PFA, plateforme de la filière automobile. Donc nous réunissons les constructeurs et équipementiers français. Évidemment, le Maroc est d'un grand intérêt. Merci beaucoup pour la qualité de la présentation. J'espère qu'on aura accès au replay parce que ça mérite pour certains points d'être écouté. J'ai particulièrement apprécié. Bien sûr. Merci beaucoup, super. J'ai trouvé très intéressant ce que disait la personne en ligne tout à l'heure au sujet de l'usage, du bon usage des accords de libre-échange et comment le Maroc a vraiment bien appris à en bénéficier. J'ai peut-être raté un petit morceau quand vous dites que l'intégration locale dans le secteur automobile est d'environ 60%. On est sur le pur contenu marocain ou on est sur du bilatéral Maroc-UE? Normalement, je parle plus de contenu, mais c'est du contenu marocain. Marocain, ok. Aujourd'hui, les gros volets qui manquent, c'est les aspects de moteur et de boîte de vitesse, à ma connaissance, et quelques éléments d'acier de châssis. D'accord, très clair. Merci beaucoup. Très bien, merci pour cet échange. Moi, j'ai été étonné aussi, enfin, c'est pas étonné, c'est logique d'ailleurs, quand on a fait la comparaison avec l'Espagne. Effectivement, parce qu'on dit souvent que l'Espagne a pris la place de la France en termes de commerce extérieur. On voit que c'est probablement vrai dans les chiffres bruts, mais ça s'explique en grande partie aussi par les échanges intra-firmes, notamment au sein de Renault, entre l'usine de Valladolid qui exporte effectivement les moteurs et les boîtes de vitesse. Évidemment, c'est vraiment très important. Cette position de l'Espagne se fait avec l'arrivée du secteur automobile. C'est là où l'Espagne passe devant la France. Okay. Et en termes clairement d'IDE ou d'industrie, en termes d'IDE, voilà, c'est un tiers. Les Espagnols sont très très loin devant. Ils devraient être autour de 10% des IDE marocains. Nous, on est à 30-32. François, tu me corrigeras. Et en termes d'industrie ou de secteur, il n'y a pas de secteur porté par l'Espagne. Il n'y a pas... Oui. Qui est porté par l'Espagne. Voilà. Après, ça vient aussi. Aujourd'hui, le prix, c'est du coup de commerce avec le Maroc, mais il n'y a pas d'investissement industriel fort. Il y a quelques opérateurs dans l'automobile. Il y a des Portugais aussi dans l'injection plastique ou autres qui sont installés au Maroc, mais ça reste des initiatives un peu individuelles, alors que la France et notamment Renault et Stellantis ont amené leur écosystème autour. Très bien. Jean-Christophe, tu voulais poser une question? Ouais, bonsoir. Donc Jean-Christophe Gessler, enseignant-chercheur et membre de la Fabrique de l'exportation. Vous avez parlé de ressources humaines qui ont l'air assez riches, abondantes et avec beaucoup de formation, de montée en compétences sur place. Est-ce que les salaires augmentent ou est-ce que la compétitivité n'est pas menacée? Enfin, est-ce qu'il y a un décrochage en vue à cause de l'évolution des salaires ou est-ce que ce n'est pas un problème parce qu'on a aussi remonté en compétences et en productivité? Alors moi, je vais donner un avis. Aujourd'hui, sur la population opérateur, il y a eu des hausses de salaire, mais il y a quand même suffisamment de formation et d'entrée sur le marché du travail, notamment avec le bassin d'emploi de Kenitra, qui est plus, maintenant, on va dire, à Tanger, autour de Tanger, c'est un peu saturé. Kenitra, il y a encore beaucoup de capacité à attirer de la main-d'œuvre. Sur la population ingénieur, il y a clairement aujourd'hui une inflation. Il y a des acteurs, je pense à Stellantis, qui a installé une bonne partie de son centre de recherche et développement à Casablanca, et donc qui emploie aujourd'hui des centaines d'ingénieurs sur place. Et puis il y a toute la partie hub de toutes les sociétés de services informatiques et toutes les sociétés de business process et de BPO qui sont là, qui emploient énormément d'ingénieurs sur place. Donc on a aujourd'hui une tension sur les ingénieurs, notamment informatique, électronique, moins sur les ingénieurs de production. Et puis il y en a quand même un certain nombre qui se font débaucher à l'étranger, notamment au Canada et en Europe, ce qui
et un peu d'inflation, mais le Maroc produit, on va dire, je sais plus le chiffre en tête, mais c'est des milliers d'ingénieurs par an qui ont besoin d'être formés pour être adaptés au secteur particulier qu'est l'automobile. Mais on a une super bonne formation de base en mathématiques et donc ils arrivent ensuite à monter en compétences sur les différentes spécialités. Moi, je vais compléter, merci François. Donc, on peut dire que sur la base, on a eu 2 fois 10% d'augmentation du SMIC sur les 3 dernières années. 2 fois 10%. Donc, on est conscient mais on reste avec un SMIC autour de 350 € de mémoire. On était à 200, 250. Les choses. 350 € net, du coup, si tu fais tout par deux, ça fait autour de 700 € par mois, quelque chose comme ça, 600, 700 € par mois. François a précisé que c'est 350 € net, et donc Oui. on est autour de 600. Voilà. Mais plusieurs augmentations. Donc ça, c'est la base. La base est là. Ce qui manque, c'est l'adéquation des métiers. On a beaucoup de jeunesse, on a beaucoup de chômage, encore du chômage. Et donc, c'est l'adéquation. Et c'est pour ça qu'il y a ces centres de formation qui ont été créés. Et donc, vous passez par le centre de formation du métier dédié, automobile, aéronautique, domaine ferroviaire, et vous avez un job tout de suite dans la filière. Il y avait des systèmes aussi qui étaient défavorables, qu'on avait mis en place, qui étaient des contrats d'insertion, où beaucoup de gens dans l'automobile avaient abusé des contrats d'insertion. Et donc, vous aviez plusieurs grands groupes qui avaient des milliers de personnes en contrat d'insertion, qui étaient, on va dire, sans cotisation sociale et sans taxes. Et puis, bon, ce n'était pas très honnête. Donc, l'État a mis en place un programme qui dit vous devez embaucher au moins 50% des gens qui sont rentrés dans votre entreprise sous un contrat d'insertion qui est l'ANAPEC. Donc là, j'ai parlé de la base. Tout en haut, plusieurs patrons de multinationales me disent mes codir marocains me coûtent plus cher que mon codir espagnol ou que mon codir français. Donc là, les choses sont claires. Ce qui est tout en haut, DG, directeur financier, etc., tout ça coûte très très cher. Et là-dessus, le Maroc attire beaucoup. On a un phénomène de retour des Marocains de la diaspora, qui aujourd'hui sont un peu moins à l'aise en Europe et veulent rentrer au pays pour avoir un salaire similaire aux 3 000 €, 4 000 € qu'ils ont en France. Et donc aujourd'hui, on a un afflux de jeunes qui viennent d'Europe pour reprendre des jobs de direction au Maroc. On a le segment du milieu, et c'est là où on est un peu, le segment des contremaîtres, chefs de ligne, etc. Où là, contrairement à des pays de l'Est ou d'autres pays européens où vous avez un secteur qui va former beaucoup, là, on manque un petit peu de compétences. Et comme disait François, on se fait chasser nos talents fortement en interne, mais aussi en externe. Moi, par exemple, chez Saint-Gobain, mon plus gros problème, c'est les gens qui partent en Europe et pas les gens qui partent pour Stellantis ou mon concurrent AGC ou autre. C'est vraiment les gens qui partent en Europe. Et là-dessus, je pense que toutes les multinationales aujourd'hui mettent en place des programmes pour faire évoluer leur cadre au sein de leur multinationale, pour montrer qu'il peut y avoir de la mobilité, qu'il n'y a pas besoin de sortir de l'entreprise, rester chez Capgemini, rester chez Saint-Gobain, rester chez Renault. De toutes les façons, on va vous faire bouger en Europe, etc. Et donc, vous aurez une carrière dans le groupe. Restez dans le groupe. Voilà un petit peu les 3 piliers dont on peut parler par rapport à ce capitaine. Très, très clair, merci. Merci beaucoup, Zim. Je vois que Denis a une question à poser. Oui, merci. Donc, je suis enseignant-chercheur à TBS à Toulouse et très intéressé par le secteur automobile. En fait, donc merci pour les 2 présentations et tout ce que vous donnez doit donner, enfin, presque tout ce que vous dites doit donner beaucoup d'espoir au Maroc, mais malheureusement peu d'espoir à la France par rapport à son industrie et notamment à son industrie automobile, puisque je pense, vous avez dit oui, 200 000 personnes dans l'automobile au Maroc. Je pense qu'on est à 400 000 en France, mais les 2 courbes risquent de s'inverser, de se croiser, comme ça a été le cas avec l'Espagne, par exemple, etc. Et la question que je voulais vous poser, c'est, alors pour avoir une perspective de plus long terme, est-ce que des entreprises chinoises qui essayent de contourner justement les barrières douanières
qu'on a mis en place en Europe, hein, voilà, avec des implantations en Turquie notamment. Est-ce que vous les voyez venir dans ce secteur comme dans d'autres, et pour utiliser le Maroc comme marché, mais aussi comme plateforme, soit pour l'Afrique, soit pour l'Europe? François va revenir sur l'exemple. C'est l'exemple des jantes qu'il citait précédemment. On a un Chinois qui s'appelle Hans Di Castal, qui fabrique 7 millions de jantes à Kenitra et qui ne sont pas destinées au marché marocain. Donc, il utilise clairement les accords de libre-échange marocains pour aller en Europe, pour aller aux US. François, je te laisse commenter la situation. Et en fait, les Chinois ont beaucoup regardé le marché marocain justement pour s'implanter, pour pouvoir utiliser ça comme plateforme de réexport. Bon, vers l'Afrique, les chiffres du marché automobile africain, ils sont un peu anecdotiques par rapport à la Chine ou à l'Union européenne. Donc, ça peut influer. Mais par exemple, si on prend l'exemple de Renault, 94%, je pense, de leurs exportations, elles sont vers l'Europe. Hein. Elles sont pas vers le reste, vers l'Afrique, ça existe, mais c'est des volumes beaucoup plus faibles. Et donc, ce qui les intéresse, c'est de se dire comment est-ce que je peux utiliser le Maroc comme plateforme pour utiliser les accords de libre-échange. Et là, l'Union européenne est très vigilante, et le cas de Di Castal a fait un peu jurisprudence, puisque il a été jugé que même si l'origine était à Kenitra au Maroc, il n'y avait pas d'origine Maroc sur la jante, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de transformation au Maroc. Et donc, ils subissent un droit de douane de mémoire de 30% à l'entrée sur le marché de l'Union européenne, ce qui a complètement tué on va dire, la rentabilité de leur investissement. Et donc, les autres investisseurs chinois sont en train de regarder comment est-ce qu'ils peuvent s'intégrer. Et aujourd'hui, les partenariats dont on parle, c'est beaucoup des partenariats dans le domaine des batteries, parce que technologiquement, il faut être clair, les Chinois sont en avance. Et l'avantage, c'est que le Maroc a sur place, en fait, tout un tas de minerais, notamment du cobalt, du manganèse et des choses comme ça, qui sont utiles comme matière première dans la construction des batteries. Et donc, en fait, aujourd'hui, les Chinois, ce qu'ils regardent, c'est d'avoir des partenariats pour utiliser les minerais et être acheteurs des minerais qui sont locaux, et du coup atteindre des taux d'intégration sur leurs batteries qui seront assez élevés, apporter leur technologie d'électronique de puissance, des choses comme ça qui permet on va dire, d'allier les cellules et de faire fonctionner les batteries, et d'avoir des batteries entre guillemets origine Maroc, qui seraient des JV en fait avec des constructeurs chinois, et pour le coup, enfin les constructeurs qui sont installés au Maroc regardent beaucoup. Pardon? Non, c'est... Vas-y. Les constructeurs qui sont installés au Maroc regardent beaucoup ça pour pouvoir ensuite intégrer ces batteries dans leurs véhicules qui produiront au Maroc et pouvoir les exporter avec le bénéfice de l'accord de libre-échange et le cas échéant des bonus écologiques sur le marché européen. Mais par contre, il n'y aura probablement pas de shipping de batteries avec juste de l'assemblage sur place, parce que l'Union européenne fait attention et ne laissera pas entrer sur son marché en franchise de droits de douane ou avec le bénéfice des bonus écologiques ce type de produits. Très bien, parfait. Je vois que Antoine tu a levé la main aussi pour poser une question. Antoine? Gilles avait peut-être quelque chose à rajouter. Non, moi je disais juste, on confirme qu'il y a la création ou la construction d'une gigafactory à Kenitra. Hein. Donc, oui, il devrait y en avoir 2 ou 3. Il y a Goshen, CNGC ou je sais plus quoi qui est en JV avec Almada. Et nous, c'est les 2 qu'on connaît. Et il y en a potentiellement une 3e qui s'installera, mais avec du sourcing de minerais régionaux. Voilà. Et ce sont des gigafactories chinoises? Oui. Voilà. Si tu veux, le Maroc, Alain, a quand même un problème. C'est-à-dire qu'on a joué 13 Européens. Donc, on veut bien bloquer sur des jantes. Il y a aussi un fabricant de climatiseurs qui a été bloqué, des choses comme ça. Mais après, sur la batterie, le Maroc dit « mais je ne peux jouer que chinois ». En plus, j'ai les minerais, on va gagner du temps, et peut-être que voilà, la batterie chinoise Made in Morocco aidera les Européens à être encore plus compétitifs. On est dans cette, tu sais ce que Bruno Le Maire avait appelé cette colocalisation, oui. Qui est vraiment le maître mot. Hein. Enfin, typiquement, le Maroc a les 3e réserves de cobalt en Afrique. Ah, d'accord. Il ne faut pas trop dire ça, François, parce que si Trump nous entend, on va avoir un problème. Il nous écoute sûrement. Denis, tu as encore une question? La main est levée ou c'est... Ah non, je ne sais pas. Il faut que je la rebaisse. Voilà. Alors Stéphane a une question.
Alors, c'est sur le sujet, bon, comme on est sur le Maroc dans les chaînes de valeur mondiale, moi, ce que je comprends là sur l'automobile, je vois plutôt le Maroc d'ailleurs comme une base arrière de l'Europe pour l'Europe, un petit peu de base avancée de la Chine pour les batteries, mais pour l'Europe. On est dans ce sens-là, où aujourd'hui sur le secteur de l'automobile, bon, alors j'ai bien compris qu'on ne descend pas beaucoup sur l'Afrique, puisque le marché automobile africain n'est pas si développé que ça, mais où est-ce qu'on, donc sur l'automobile, on va un peu vers d'autres zones. Et après, sur l'aéronautique, est-ce qu'on est dans le même, on est au même niveau, ou est-ce que l'aéronautique, finalement, est carrément, le Maroc est beaucoup plus sur une place, c'est-à-dire une position mondiale, en fait, dans la chaîne de valeur. Je réponds, après je passe la parole à François. Donc, sur l'automobile, clairement, aujourd'hui, tu as une base qui est le Maroc, qui vend essentiellement en Europe, d'accord? Les accords de libre-échange avec l'Afrique, ils ne sont pas tous là et c'est un peu compliqué. On a même eu des soucis avec nos amis égyptiens qui ont mis des barrières non tarifaires pour bloquer les Logan fabriqués au Maroc et pas les avoir en Égypte. Donc, tout ça n'est pas très fluide. Le vrai flux, toutes les 207 que tu vois dans le monde sont fabriquées à Kenitra. Après, toutes. Donc, il n'y a pas d'autres usines de Peugeot 207 à part celle de Kenitra, qui double sa capacité, puisqu'on a décidé de doubler la capacité de 200 000 à 400 000 voitures. Logan, Sandero, c'est pareil. Après, c'est du win-win. Renault a 50% du marché marocain. Et la deuxième Renault vendue le plus au Maroc, c'est la Clio faite en France. D'accord? En Turquie, pardon, la Turquie, excuse-moi. Non, la Clio faite en Turquie, donc qui n'est pas faite au Maroc, mais puis après, tu as toutes les autres voitures de prestige qui sont faites en France, de la gamme Renault, qui sont vendues au Maroc. Autant pour moi. Mais c'est juste pour dire qu'à la fin, tu as je fabrique au Maroc des Renault. Je crois que c'est que 10% ou 15% de la production des voitures Renault qui sont vendues au Maroc et le reste est réexporté. Et puis après, le reste du business est fait par des modèles qu'on va importer de Turquie, de France, etc. etc. Espagne, etc. Pour l'aéronautique, ce qu'on note, très forte position avec les Français, mais maintenant les Américains s'intéressent fortement au Maroc, donc on les voit arriver, d'accord? On les voit arriver avec plusieurs équipementiers américains qui arrivent au Maroc. Et puis là, il y a un phénomène qui va accélérer les choses, qui est un petit peu le nouveau phénomène que fait le Maroc, c'est je suis donneur d'ordre dans un métier, typiquement le rail, donc je demande aux gens du rail de s'intégrer localement. Donc cette fois-ci, tous les gens des trains vont devoir s'intégrer. Et là, le Maroc veut lancer pour la première fois une commande de 200 avions, d'accord, pour le Maroc 2030. Coupe du Monde, etc. Et donc, dans cette commande de 200 avions, en fonction de à qui on va les acheter, on va demander en contrepartie, donc très probablement à Boeing, fortement, ou à Airbus, j'en sais rien, de s'intégrer plus par rapport à cette commande locale. François, je te passe la parole. Et aujourd'hui, sur la partie aéronautique, ce qu'on constate, c'est que c'est beaucoup l'écosystème de Safran qui a donné le lead à l'écosystème, comme Renault l'avait fait sur la partie automobile. Après, Safran est un fournisseur à la fois d'Airbus, mais aussi de Boeing. Aujourd'hui, il y a notamment toute l'activité de MRO, donc de maintenance, qui s'installe et qui se développe au Maroc. Pour des Boeing, mais avec des moteurs Safran ou CFM, et donc des moteurs qui sont dont une bonne partie des composants en fait sont produits ou assemblés au Maroc. Et puis il y a un phénomène aujourd'hui d'un certain nombre de fournisseurs de l'écosystème américain qui dérisquent un peu le Mexique, des fournisseurs canadiens ou autres qui fournissent nous on a comme clients par exemple des fournisseurs de Pratt & Whitney et autres qui s'installent au Maroc et qui développent la production au Maroc pour avoir des chaînes d'approvisionnement diversifiées. Donc les difficultés qu'on a aujourd'hui, et ça c'est date d'avant Trump, les difficultés qu'il y a eu sur les chaînes de valeur font que les grands donneurs d'ordre aéronautiques essayent de sourcer leurs principaux composants, et aujourd'hui soit ils sourcent en Inde, soit au Maroc, soit au Mexique. C'est vraiment les trois grands pays qui sourcent des produits de base dans les chaînes de valeur, et aujourd'hui ils essayent d'en avoir 2 des 3. Ça c'était l'après-Covid, ça s'est passé après le Covid, tout ça. D'accord, oui, d'accord.
Donc là, peut-être les deux dernières questions, peut-être Jean-Christophe et puis ensuite Antoine. Donc Ouais, Jean-Christophe. j'ai une question assez simple qui concerne pas forcément l'automobile, mais vu qu'on est sur d'autres secteurs, je peux la poser. Quid de la sécurité de la propriété intellectuelle, brevets, etc. Quand on sait que le Maroc est quand même la porte d'entrée des contrefaçons chinoises ou autres dans le domaine du médicament ou d'autres secteurs. François, c'est pour toi. Sur la partie ingénierie, enfin, il y a un dépôt des brevets et puis un certain nombre de brevets ne sont pas forcément déposés au Maroc. Hein, quand les multinationales produisent au Maroc, leur propriété intellectuelle reste dans les pays concernés. À ma connaissance, il n'y a pas de pillage. La contrefaçon, elle est beaucoup sur les produits, on va dire, assez basiques. Type textile, tout ce qui est les cuirs. Donc voilà, vous pouvez vous acheter des faux sacs, des fausses chaussures, des faux vêtements, toutes ces choses-là, toute cette contrefaçon existe beaucoup sur les marchés. Sur les médicaments, il y a le sujet avec l'Afrique qui existe, mais qui est quand même de plus en plus contrôlé. Sur la partie technologique, à ma connaissance, il n'y a pas de pillage industriel. Dans la partie électronique, il y a du piratage et des choses comme ça. Je pense que le Maroc est le premier fournisseur de télé IPTV pirate du monde, mais à part ça, ça monte pas en gamme au-delà de ce genre de choses. Je pense que le plus technologique qu'ils ont, c'est ce type d'électronique grand public, quoi. Très bien. Ok, Claire, merci. Antoine, peut-être une dernière question. Antoine. Oui, juste Antoine Gris, Société Gris Group. Juste une dernière question. Est-ce que vous pourriez partager peut-être les plus grandes difficultés auxquelles font face les gens qui viennent s'implanter au Maroc? Vaste question. Non, mais c'est une très bonne question. Aujourd'hui, je pense que les plus grandes difficultés qui existent, c'est la partie installation foncière. Il y a les grandes zones d'accélération industrielle qui sont là, mais dans lesquelles il y a eu une certaine saturation. Un Tanger Automotive, je parle sous le contrôle de Gilles, il y a eu TAC 1 qui est pleine, TAC 2, à mon avis, est complète, TAC 3 est en train d'être lancée. Et le port de Tanger lui-même arrive à saturation. Ils avaient 350 000 véhicules de capacité, ils l'ont doublé, mais ça correspond à la capacité aujourd'hui installée. Et d'un point de vue purement géographique, le port de Tanger-Med peut plus s'étendre. Et donc aujourd'hui, ils vont créer le port de Nador, je pense que Gilles en a parlé, qui sera le prolongement, qui sera une espèce de Tanger-Med 3, un peu plus loin, mais qui va être relié à la fois par le rail et l'autoroute à l'écosystème de Tanger, qui permettra de continuer à s'implanter. Mais je pense qu'un des premiers sujets, c'est de pouvoir trouver de quoi s'implanter géographiquement, on va dire. Après, dans les zones d'accélération industrielle, les sujets administratifs sont à ma connaissance plutôt simples. Et il n'y a pas de sujet de contrôle d'échange. Généralement, les gens qui s'implantent au Maroc, les deux grands sujets, c'est les autorisations administratives et le contrôle d'échange. Dans l'écosystème industriel tourné vers l'exportation, ces contraintes, elles ont été levées. Et donc, à ma connaissance, c'est plutôt trouver du bon foncier industriel bien connecté qui est compliqué. Bon, pour les écosystèmes automobiles, comme je dis, aéronautique, tout ça est géré. Moi, je rajouterais quelque chose, c'est que ne pas tomber dans le piège de se dire, Maroc, on parle français, tout est facile. Tout est non, on est un pays africain, on est un pays avec ses complexités, et ça, il faut faire attention et s'entourer des bonnes personnes pour pas faire certaines erreurs. Je pense que c'est une recommandation qui me semble quand même importante. Voilà, faites attention, même si tous les documents sont en français, etc., mais si on est là, au quotidien, on va faire face à certaines difficultés qui ne sont pas prévues, où il faut avoir une certaine expertise locale. C'est clair. Alors, la dernière des dernières par Stéphane. Merci. Alors, en fait, ça va être provocateur et peut-être en lien avec petite information que tu nous as donnée, Gilles, avant le début du webinaire. Aujourd'hui, moi, par exemple, tu vois, la visite présidentielle française au Maroc a été très très mal vécue par un pays voisin. Et lorsque des entreprises françaises, des patrons d'entreprises françaises se rendent dans un pays, se rendent au Maroc, aujourd'hui, le pays voisin regarde s'ils sont également venus dans le pays voisin. Donc, tu vois, pour des entreprises telles que les vôtres, Saint-Gobain ou d'autres,
Et par rapport à ce que disait aussi Antoine Gris, le fait d'être très présent au Maroc pose-t-il aujourd'hui un problème parce qu'on veut être aussi sur le pays d'à côté? Écoute, c'est ce que je te disais tout à l'heure, cette notion de management me paraît complètement dépassée. Moi-même, j'ai eu des responsabilités sur les 3 pays, mais c'est pas possible. Il y a notre voisin du milieu avec qui c'est compliqué de faire des choses et aujourd'hui, c'est dommage, hein. Je crois qu'il y a une analyse qui dit que c'est 30% de PIB perdu sur le Maghreb. Si on arrivait, 30%, c'est énorme, quoi. Si on arrivait à avoir un marché commun ou s'entendre, voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y avait la Tunisie aussi qui était très en avant sur l'automobile, l'aéronautique, dans les 2 métiers qu'on a cités et qui s'est fait complètement dépasser aujourd'hui par l'avancée des 10 dernières années de droite. Ça traçait le Maroc. Dans les années 90, au Maroc, on regardait la Tunisie comme un modèle, hein. Ça, Oui, exactement. C'est vrai, c'est vrai. ils en sont. Donc, je pense que le Maroc a pris beaucoup d'avance. Le Maroc continue sur ses trajectoires. On regardait avec Laurent Saint-Martin il y a 2 jours Maroc 2030, et puis la volonté était de dire ne créons pas juste un support français pour Maroc 2030, mais créons des équipes franco-marocaines capables de porter le mondial, et puis après aller en Arabie Saoudite pour porter le mondial qui suivra en 2034, et créons une expertise franco-marocaine qui grandira dans le domaine d'événementiel. Vous voyez, donc à chaque fois, on retombe sur cette équation de dire, bon, ben, on va faire encore plus avec le Maroc. Oui, il y a des avantages, mais on ne va pas les utiliser pour faire du business, version de ce qu'on faisait il y a 10 ou 20 ans, mais on va utiliser cette compétence, compétitivité, colocalisation, appelez-la comme vous voulez, marocaine, pour faire que la France est encore plus forte. Ben, voilà une bonne, une bonne parole de conclusion pour notre débat. Merci vraiment à tous les deux. Gilles et François, c'était absolument passionnant. Moi, j'ai personnellement vraiment j'ai trouvé que j'ai découvert, je connaissais un peu le Maroc et imaginais un peu ce qui s'y passait, mais je dois dire que les chiffres et les éléments qui ont été donnés montrent qu'il y a vraiment une dynamique absolument remarquable et qui a beaucoup changé en quelques années, finalement, comme tu peux le remarquer, Gilles, par rapport à ce qu'on a pu connaître il y a quelques temps. Donc, merci vraiment. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci à vous deux, vraiment. Et puis, je vous donne rendez-vous à tous pour une prochaine réunion sur un sujet assez différent qui aura lieu le 22 mai. Nous aurons Denis Ferrand, qui est le patron de Rexecode. Rexecode, c'est l'organisme de recherche économique bien connu et qui nous parlera de la compétitivité de la France avec le sous-titre Éclaircie ou menace de tempête. Donc, c'est tout un programme. Et je vous encourage donc à continuer à être fidèles à nos rendez-vous. Merci encore, Gilles. Merci pour l'organisation, c'est très intéressant. Merci à tous. Au revoir.